Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight à la une de l'actualité. Le Burundi et la République démocratique du Congo font front commun contre le Rwanda. Les deux États demandent à l'ONU de rappeler le président Paul Kagame à l'ordre. L'effervescence était au rendez-vous ce jeudi en Ouganda. 15 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour élire leur président. Un scrutin perturbé par quelques incidents et puis développement des infrastructures sociales en Guinée équatoriale. Écoles, centres de santé et logements sociaux sont en cours de construction. Mais avant de développer ces titres, le verdict est tombé ce jeudi. Le général Doc Boblé, ancien commandant de la garde républicaine, et Anselme Seka Yapo, ancien aide-de-camp de l'ex-première dame Simone Gbagbo, ont été condamnés à la perpétuité par la justice ivoirienne. Ils ont été reconnus coupables de l'assassinat du général Robert Gueye, de sa famille et de sa garde rapprochée. 6 autres prévenus ont écopé de 10 ans de prison et 13 ont été acquittés. Le Burundi et la République démocratique du Congo haussent le ton. Dans des lettres rendues publiques ce mercredi, les deux États ont demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies de rappeler à l'ordre le Rwanda, accusé de recruter des réfugiés burundais pour déstabiliser le président Pierre Nkurunziza. Les détails avec Olivia Yeredobre. Le Burundi et la République démocratique du Congo demandent à l'ONU d'agir contre le Rwanda. Le Burundi et la République démocratique du Congo ont exhorté le Conseil de sécurité de l'ONU à prendre des mesures contre le Rwanda, accusé de recruter des réfugiés burundais pour déstabiliser Bujumbura. Dans une lettre rendue publique ce mercredi 17 février 2016, l'ambassadeur burundais Albert Shingiro a réclamé une réunion d'urgence du Conseil afin de prendre des mesures appropriées pour s'assurer que Kigali ne cherche pas à déstabiliser le Burundi. Le principe premier de la charte de l'Union africaine, c'est le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Aucun pays africain ne doit servir d'arrière-base, justement, pour déstabiliser un autre pays africain. Et puis, il y a les accords, justement, des États de l'Afrique de l'Est. Il y a ce principe de bon voisinage et de respect de la souveraineté des États. C'est au nom de ces principes-là, justement, que le Burundi voudrait que les Nations Unies rappellent le Rwanda à l'ordre. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo, Ignace Gatamavita, a demandé au Conseil des 15 d'inviter le Rwanda à respecter ses engagements internationaux et d'arrêter sans délai les recrutements de réfugiés burundais. Des experts de l'ONU avaient accusé dans un récent rapport le Rwanda de recruter et d'entraîner des réfugiés du Burundi afin de renverser son président, Pierre Nkurunziza. Le Rwanda a quant à lui nié à plusieurs reprises ces accusations. Nous avons plus de 2000 personnes qui sont en prison. Nous avons la répression qui est quotidienne, des exécutions extrajudiciaires. Et donc, tout ça, c'est pas, le problème, c'est pas, ils sont totalement dans le déni. Le problème, c'est les autres. Et le Rwanda, plus de 70 000 personnes qui se trouvent sur son territoire. On peut bien comprendre aussi qu'à ce stade de la situation politique au Burundi, que les réfugiés cherchent des moyens de se défendre, de faire autodéfense, voire de s'organiser un mouvement rebelle. Cela ne veut pas dire nécessairement que le Rwanda est impliqué. Le Burundi est plongé dans la tourmente depuis l'annonce fin avril 2015 du président Nkurunziza de briguer un 3e mandat. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, devrait se rendre ce lundi 22 février 2016 au Burundi pour pousser Bujumbura à dialoguer avec l'opposition et à accepter une présence internationale accrue dans le pays afin d'apaiser les violences. Les bureaux de vote étaient pour la plupart ouverts à 7h heure locale ce jeudi en Ouganda. 15 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour élire leur président et renouveler leurs 290 députés. Des élections perturbées par quelques incidents. Reportage de notre envoyé spécial Paul de Sengo. Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes dès 7h du matin pour certains et avec un petit retard pour d'autres, des retards d'1 à 1h30 liés, nous dit-on ici, à la livraison tardive du matériel électoral. 8 candidats sont en cause pour ce scrutin présidentiel ici à Ouganda. Tout d'abord, le président sortant Yoweri Museveni
Abed Bouamika, Amama Mbazi, l'ancien Premier ministre, Benon Birao, Joseph Mbariri, Kiza Bessigwe, l'opposant historique, Venancio Bari, et seule femme au départ de ce scrutin, Maurice Valoubé. Je viens voter pour mon candidat et espérer un changement en Ouganda. Nous venons voter pour notre leader pour les 5 années à venir. Nous venons décider pour notre nation pour les 5 prochaines années. Choisir notre leader, nos prochains dirigeants. Je viens voter pour mon candidat et je crois que cette fois-ci, mon vote sera pris en compte. Pour ce double scrutin, ici en Ouganda, 28 000 bureaux de vote ont été créés à travers le pays pour permettre aux électeurs de choisir leur futur président de la République et 290 députés pour l'Assemblée nationale ougandaise. Au Bénin, l'institution en charge de la production et de la distribution des cartes d'électeurs était face à la presse ce mercredi 17 février 2016 à Cotonou. Objectif, faire un état des lieux de l'avancée du processus. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Lefty Ounou, commenté par Franck Noudofina. Après avoir remplacé le 12 février 2016 le COSLEPI, le Centre national de traitement fait le point de la production et de la distribution des cartes d'électeurs. Contrairement aux propos de l'ancien président du COSLEPI, qui faisait état de la production de 59% de cartes à la date du 10 février, le CNT estime que seuls 35% de cartes ont été effectivement produites au 17 février 2016. Une situation qui met à mal le processus électoral actuellement en cours. Mais le CNT rassure et promet la délivrance des cartes d'électeurs dans les délais impartis. L'impression pour ce qui concerne la commune d'Abomey-Calavi est passée de 10% à plus de 95% en 72 heures. Le Centre national de traitement a prévu tenir une rencontre avec la Sénat, toutes les institutions impliquées dans l'élection, les partis politiques, les représentants des candidats. Plus tôt dans la même journée du mercredi, plusieurs candidats sont montés au créneau pour fustiger le flou entretenu depuis plusieurs semaines dans le cadre de la production et de la distribution des cartes d'électeurs. L'ancien chef d'état-major général de l'armée et candidat à la présidentielle Ferna Amoussou estime qu'il est aujourd'hui temps pour l'exécutif de prendre les responsabilités qui sont les siennes. Je demande aux institutions en charge de la préparation et de l'organisation de cette élection de prendre la pleine mesure de leurs responsabilités quant à la préservation de la stabilité dans notre pays en tout état de cause. Je tirerai, en concertation avec les forces politiques et les compatriotes engagés à mes côtés, toutes les conséquences de cette situation désastreuse pour l'image de notre pays et la crédibilité du processus électoral. Après les départements du Borgo à Libori et du littoral, la distribution des cartes d'électeurs démarre ce jeudi dans l'Atlantique. C'est la ville d'Abomey-Calavi à proximité de Cotonou qui sera la première à recevoir ces cartes dans ce département. Au Gabon, après les promotions 2013 et 2014 de BBS School of Management vient d'honorer la promotion 2015 en gratifiant 80 étudiants de leur parchemin de fin de cycle dans les spécialités banque, finance, assurance et global master management. On écoute à ce propos Henri-Claude Oyima, président du conseil d'administration BBS. C'est un message de confiance. Leur dit qu'il faut qu'ils aient confiance en eux-mêmes, qui prennent l'exemple sur ce qui les ont précédés, qu'ils puissent oser, qu'ils puissent entreprendre, qu'ils puissent ne pas avoir peur du changement, parce que le fait de rentrer dans le monde de l'entreprise ne doit pas, je dirais, les rendre plus timides, mais bien au contraire. De la parole aux actes, le projet de développement des infrastructures sociales prend forme en Guinée équatoriale. Une initiative qui entre dans le cadre du plan national de développement rural. Voyez ce reportage de notre correspondant Serge Kofi.
Le gouvernement équato-guinéen maintient l'investissement dans les infrastructures sociales pour l'année 2016. Pour cette année, 106 projets d'infrastructures ont été retenus sur l'ensemble du pays. Des écoles, centres de santé et logements sociaux ont été jugés prioritaires. Ici, à quelques kilomètres de la capitale Malabo, les travaux de défrichement ont commencé et s'échelonneront en 2016 et 2017. Les ouvrages que nous allons construire sont des marchés, des églises, des écoles, des centres de santé ainsi que d'autres projets comme l'adduction d'eau potable et des travaux de voirie. Nous voulons que ces petites urbanisations que nous mettons en place soient le modèle de la façon dont nous pouvons développer notre pays. Queremos que estas pequeñas urbanizaciones que se van a hacer sean urbanizaciones modelo. En tout, ce sont 53 districts urbains qui sont visés par le projet pour un investissement global de 11 milliards de francs CFA. Avec la conjoncture économique liée à la baisse du prix du pétrole, les travaux d'infrastructure ont connu un fort ralentissement. Mais le gouvernement souhaite éviter que ce ralentissement n'impacte sur l'édification des infrastructures sociales. Nous avons fait quelques réaménagements des travaux d'infrastructure afin de les placer sur le long terme. La crise ne nous empêche pas de poursuivre les constructions. Le gouvernement a son programme de développement et des ressources ont été mobilisées pour cela. Malgré la crise du pétrole, nous continuons. Nous continuons en résolvant les préoccupations des populations. C'est un travail qui ne s'arrête pas. En juin 2015, le président équato-guinéen Obiangema Bazogo avait annoncé lors de sa tournée républicaine le lancement d'un plan national de développement rural qui consiste à réduire la pauvreté dans les zones vulnérables. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.